Oui, je sais, vous attendez cette fin d'année chaotique avec impatience. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce que on approche de la fin d'année. Il y aura une émission que je vous annoncerai spéciale la semaine prochaine. Mais là, on va essayer de faire déjà un premier bilan 2025 et surtout se projeter en 2026. Et Dieu sait qu'il y a eu énormément d'événements qui ont marqué l'économie, la finance, les marchés financiers et puis évidemment votre argent en 2025. Alors aujourd'hui, j'ai choisi comme mot de la semaine un mot global, on va dire, c'est monde. Comment va l'économie mondiale et comment va-t-elle se porter en 2026 ? C'est quand même le moteur principal pour votre argent. La question macro, est-ce qu'on a enfin vaincu l'inflation ? C'est pas ce que nous dit Christine Lagarde, ce qui est plutôt un bon signe. Le chiffre de la semaine, ça sera... Finalement, on a abouti à quel droit de douane aux États-Unis ? Rappelez-vous, quand même, en avril, Liberation Day, 100% de droit de douane. On en est à combien ? On va le demander à nos économistes. En deuxième partie de l'émission, 2025 a été une excellente année boursière. 2026, qu'est-ce qu'on attend ? La question d'argent, quel est le placement qu'on suggère pour 2026, qu'on vous suggère pour 2026. Top ou flop de l'année 2025. Le top 3 des gérants, vous l'attendez avec impatience. Les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle et surtout pour une émission de fin d'année, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Je le dis à chaque fois qu'il vient. S'il y avait un comité de sages de l'émission, on en aurait certainement la présidence, le plus sage d'entre nous, Hervé Gouletker, advisor de Curaçao. Ça va ? Ça va bien, Marc, merci. Vous avez été occupé cette année, oui, ça a été une année. Ouais, la retraite n'est pas pour demain. Il est dans le trio de tête des gérants depuis plusieurs mois. Vous saurez en deuxième partie de l'émission s'il est numéro 1 encore. Sébastien Lalvé, directeur général de Montpensier Arbevel. Est-ce que vous êtes tendu ? Ça se voit pas. J'essaie de le cacher, mais la tension est extrême. Ouais. Bon, vous avez eu des feedbacks quand même. C'est sympa d'être comme ça, de caracoler en tête avec des performances spectaculaires. Vous étiez jusqu'à la semaine dernière au-dessus de 40% depuis le début de l'année. C'est super. Les remontées, je me suis fait arrêter dans la rue une fois. Et Montpensier Arbevel, bonne année 2025 ? C'est une année qui finit bien, oui. Tant mieux. De la collecte dans les activités obligataires, obligations convertibles. Et une forte amélioration de la collecte sur les actions aussi en deuxième partie d'année. Donc, oui, avec un produit phare peut-être que vous mettez en avant ? Toute la partie, là, nous, ce qu'on croit pour l'année prochaine, on croit au retour des valeurs de qualité. D'accord. Qui depuis 3 ans a été assez délaissées. Et donc à travers quel produit chez vous ? C'est notre fonds principal sur Best Business Model, qui est un fonds large cap européen. Le retour des small caps, ça a bien marché en 2025, on pense que ça va continuer. Ça, vous nous gardez ça pour la deuxième partie de l'émission. Elle connaît les entreprises, les entrepreneurs, essaie de dénicher les pépites de la cote. C'est Stéphanie Mauger, gérante de portefeuille à la financière d'Uzès. Bonjour Stéphanie. Bonjour Merci Marc. d'être venue. Bonne année vous aussi. Oui, très bonne année. On a effectivement été aux côtés de nos clients pendant cette année qui a été tout sauf tranquille et classique. Et je pense qu'effectivement, ils étaient contents de voir que la gestion active, la gestion patrimoniale, vraiment au plus près de leurs préoccupations, a été pleine de sens cette année. Et puis pour répondre à des interrogations, des questionnements. Le monde. C'est ça que vous mettez en avant, la proximité, le service. Oui, on a la chance d'avoir des bureaux dans beaucoup d'endroits en France, à Lille, à Paris, à Cannes, à Saint-Étienne, à Annecy, donc ça permet d'être vraiment proche de nos clients et proche des entreprises aussi, de tous ces bassins qui sont nombreux. Faites comme moi, suivez-le religieusement sur les réseaux sociaux et vous verrez que vous allez enfin comprendre l'économie. Denis Ferrand, l'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants d'entreprise, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour, Jean-Marc. Bon, les gens qui veulent vous suivre au-delà des réseaux sociaux, je veux dire, Rexecode, ça vend quelque chose ? Qu'est-ce que ça vend ? Oui, Rexecode, ça vend, et ça vend même plutôt pas trop mal, parce qu'on a en 2 ans, on a 15% de chiffre d'affaires en plus, donc je suis pas complètement mécontent, mais surtout je pense qu'on a à vendre des choses un peu nouvelles. Et je ne vais pas anticiper sur l'ensemble de l'émission, mais sur 2026,
sur 2026, c'est quand même une année pré-présidentielle. Ouais. Et je pense qu'on va avoir une montée en puissance du débat de politique économique. Et il y a une attente très forte autour du monde de l'entreprise pour qu'il s'exprime. Mais pour que le monde de l'entreprise s'exprime, encore faut-il qu'il soit doté des éléments qui lui permettent de se repérer. Ça, c'est votre job. Et ça, c'est notre job. Et vous le faites à travers quoi? Des abonnements? C'est comme ça ça marche en fait. Exactement, ce sont des abonnements. On vend des abonnements à des entreprises qui veulent être informées des débats, qui veulent avoir aussi une représentation, une compréhension de la lecture que l'on peut faire du monde sur la partie conjoncture. Et spécifiquement en 2026, on va construire une offre à destination des chefs d'entreprise pour qu'ils s'emparent. Accessible, tout à fait. Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est des offres pour des grandes entreprises, mais aujourd'hui, une ETI, une PME, elle pourrait faire appel à vos services. Vous avez une sorte de produit d'appel Tout à fait. On fait un produit d'appel pour les TPE. Ça va des TPE aux grandes entreprises pour que justement chacun puisse s'approprier les termes du débat, parce qu'il y a foisonnement de chiffres. Et notre boulot, c'est essayer un peu de démêler le vrai du faux et d'objectiver des questions de politique économique. Et donc, c'est à travers une offre qui s'appelle le Club Affaires économiques et politiques que nous lançons début 2026. On en reparlera. Le mot de la semaine, c'est monde. Finalement, on s'en tire pas si mal. Enfin, j'attends de voir ce que vous allez dire. En 2025, il y a eu quand même les droits de douane, la guerre en Ukraine qui continue, les conflits au Moyen-Orient. J'en passe. Je pourrais passer des heures, mais vous n'êtes pas là pour m'écouter. Quel bilan économique on peut tirer de l'année de 2025, Hervé? C'était une bonne année, une mauvaise année, une année de ralentissement. On a des signaux tellement contradictoires qu'on est un peu perdu. Si on regarde les grands indicateurs économiques, genre le produit intérieur, donc ce qu'on appelle la croissance économique, finalement, les prévisionnistes ne se sont pas trompés. Ils faisaient des paris en début d'année. En gros, ça faisait une croissance mondiale à un peu plus de 3%. En fin d'année, on y est. Donc en fait, on pourrait dire comme ça, ça a été simple, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais si on prend ces mêmes prévisionnistes, il faut couper l'année en deux, le début de l'année jusqu'à avril, et puis avril jusqu'à maintenant. En avril, avec la déclaration de droits de douane de la Maison-Blanche, en gros, vous perdez dans les prévisions la moitié de la croissance américaine, la moitié de la croissance européenne, et vous vous dites c'est la catastrophe. Et puis progressivement, sur un horizon de 8 mois, on a réussi à regagner toutes les prévisions qu'on avait perdues, et la fin de l'année, c'est un copier-coller du début de l'année en termes de prévisions. Ça, c'est assez étonnant. Donc ça, c'est le constat visuel. Alors, les raisons, en fait, le début de l'année a été un peu volatile parce que tout le monde anticipait les droits de douane, et donc il y a ceux qui exportaient beaucoup, c'était bon pour leur croissance, l'Europe s'en est pas trop mal sortie. Il y a ceux qui importaient beaucoup, c'était moins bon pour leur croissance, les Américains au premier chef. Donc un début d'année volatile, et puis après, il y a 3 ou 4 moteurs qui ont joué. Alors, il y a le moteur de la tech, qui a joué en Chine, qui a joué aux États-Unis, qui a joué dans le reste de l'Asie, qui a joué de façon plus mollassonne en Europe. Le deuxième moteur, c'est la baisse des taux d'intérêt. Les politiques monétaires ont été assouplies, en Europe d'abord, relais sur la seconde partie de l'année aux États-Unis. Et le troisième moteur, sans doute le plus surprenant pour moi, c'est qu'on a quand même une incertitude qui est extrêmement élevée. On aurait pu se dire, c'est pas bon pour la sphère financière, et par ricochet, pas bon pour l'économie. Et en fait, les marchés financiers se sont désintéressés complètement de cette incertitude économique élevée. On a vu des bourses qui étaient bonnes, d'ailleurs on a commencé à en parler, les performances sont très honorables. Et en fait, ça a quand même permis à la confiance de se maintenir, et puis ça a créé un effet richesse. Les gens étaient plus riches, et donc ça a quand même soutenu la demande. Donc c'est une année, en fait, en termes de chiffres, absolument banale, mais en termes d'événements, absolument exceptionnels. Oui, ce que dit Hervé est assez frappant, c'est-à-dire qu'on a l'impression, si on était parti en début d'année, on revient à la fin de l'année, on pourrait se dire, tiens, mais il ne s'est rien passé. Oui, il ne s'est rien passé, exactement. Alors, il y a toujours un concours de métaphores dans les prévisionnistes pour essayer de ramasser en une expression la manière de comprendre ce qui se passe. Et une métaphore que l'on avait utilisée, c'était les tempêtes et la mer d'huile. Parce qu'effectivement, il y a le bruit, la fureur, tout ce qui s'est passé autour des événements, vous les avez rappelés, c'est pas quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns, c'est pas la peine de les lister. Puis à côté de ça, la mer d'huile étale de la croissance, 3%
que l'on va faire sur 2025 à l'échelle mondiale, c'est le rythme tendanciel de l'économie. Les Américains seront à 2, c'est le rythme tendanciel de l'économie américaine. Et ce sera la même chose pour l'Europe. Donc il n'y a pas de surprise sur la croissance, quand bien même il y a eu ces allers-retours. J'ajouterai quand même un élément qui est important, outre la politique monétaire. On est aussi dans le moment où on convergeait dans le sens de la stimulation, la politique monétaire et la politique budgétaire. Les Américains vont encore se retrouver en 2025 avec un déficit budgétaire à hauteur de 7,7% du PIB. C'est quand même pas une paille. Et parce que derrière cette stimulation de l'activité économique, il y a aussi, alors parler de veillée d'armes, c'est un petit peu, ça peut être un peu anxiogène, mais il y a quand même vraiment des problématiques aussi de réarmement qui contribuent à changer la donne, des politiques également où on veut attirer de l'investissement sur le territoire, et c'est toute la stratégie américaine, une stratégie d'hyper-attractivité pour laquelle les droits de douane, parce que ça a été quand même le thème de l'année, les droits de douane, c'est le moyen pour arriver à cette fin d'avoir de l'investissement qui se fait sur le territoire américain pour reconquérir le leadership industriel qu'ils ont perdu. J'aime bien cette idée de tempête et de mer d'huile. Qu'est-ce que vous disent les entreprises? Parce on a l'impression qu'elles ont surmonté la tempête et qu'elles donnent l'impression de naviguer dans une mer d'huile. Déjà, quand on regarde une mer d'huile, on ne se rend pas compte que dessous, il y a plein de courants. Et la réalité des marchés, c'est la même. Moi, je ne suis pas d'accord, dans le sens où si vous regardez la structure de la hausse des marchés, elle est très concentrée. Mais sur l'économie, par rapport aux sociétés auxquelles vous parlez, qu'est-ce qu'elles vous disent? Aux États-Unis, vous enlevez l'impact de l'IA et du CAPEX lié à l'IA, vous en perdez un petit peu déjà. Ouais. Si vous enlevez des EPS, la croissance des résultats, vous enlevez les 7 magnifiques, vous enlevez à peu près la moitié de la croissance des résultats américains. Donc en réalité... Donc vous dites mer d'huile, mais derrière, c'est la tempête, elle est sous la mer d'huile. C'est comme les indices, en fait. Si vous enlevez, en Europe, vous enlevez les banques et l'industrie de l'armement, il y a énormément de secteurs qui n'ont pas marché du tout. Donc au final, quand on regarde la somme est intéressante, mais il y a plus de boîtes qui ont déçu que de boîtes qui ont surperformé en réalité. Donc en fait, quand vous demandez aux entrepreneurs et aux industries comment ça va, il y en a plus qui vous disent que ça va pas bien que de gens qui vous disent que ça va. Stéphanie, vous avez le même sentiment ? Alors ça dépend vraiment des secteurs, mais c'est vrai que quand on regarde les performances, les secteurs, les valeurs chéries comme le luxe, comme la conso, des Air Liquide, tout le monde a du Air Liquide en portefeuille. Air Liquide, c'est plus de 2% sur l'année, donc ça ne contribue pas du tout à hauteur des indices que nous avons vus. Donc il y a deux mondes. Il y a un peu ceux qui ont su effectivement profiter de toutes ces tendances, de la tech, de l'armement, peut-être du plan à venir de réindustrialisation allemand et d'infrastructures. Et puis, il y a ceux qui souffrent de la consommation et de cette épargne qui enfle et qui, du coup, n'est pas dépensée dans la consommation. Les CAPEX, les investissements, l'environnement n'est pas à la projection et aux investissements. Mais là, vous parlez principalement de la France, mais partout, vous avez ça. La France a ce prisme effectivement très négatif, mais en Europe, c'est un peu meilleur, effectivement. Mais aux États-Unis, il ne faut pas oublier que si vous enlevez les 7 magnifiques de la croissance des résultats, toutes les autres sociétés, globalement, c'est mou. On se projette en 2026, Hervé. C'est quoi les prévisions de croissance? Alors, vous parliez tout à l'heure des chiffres globaux officiels. Alors, je pense que, et c'est pour répondre à Sébastien et à Stéphanie, en fait, la macroéconomie, parce que quand on parle de produit intérieur, on agrège tout, et en agrégeant tout, en fait, on masque un peu les changements. Et si on veut dire que l'économie est en train de changer terriblement dans un monde qui change terriblement, oui, archi oui. Et la traduction macroéconomique de cela donne peut-être une illusion de stabilité, on vient d'en parler, mais en fait c'est inhérent à cette matière. Et donc il ne faut pas être dupe, mais c'est inhérent. Alors 2026. Maintenant, 2026. En fait, si on prend les prévisions, on nous dit ça serait dans le sillage de 2025 en un peu moins bien. Alors le un peu moins bien, on peut l'expliquer par deux choses. La prise en compte de l'incertitude qui reste élevée, ça revient sur le débat précédent, et puis la prise en compte d'une politique économique qui serait tout de même moins vaillante. Les politiques monétaires, on le comprend un peu partout, le potentiel de baisse des taux d'intérêt est
plus limité maintenant. Enfin, moi, je crois assez à ça. Du côté des politiques budgétaires, moi, j'ai quand même l'impression que les charges de dette publique s'imposent dans un contexte de taux d'intérêt un peu moins sage et que donc on aura un frein de ce côté-là. Donc l'explication... Donc globalement, vous dites 2025 un peu moins bien. Ça, c'est la prévision. Oui. Après, je pense que ce qui est très important à garder, c'est l'incertitude qui est à un très haut niveau et donc la capacité à être surpris est grande. Le scénario des économistes, c'est un scénario central, il faut le prendre comme tel, avec une probabilité qui ne peut pas être très élevée, guère au-delà de 50%. Il faut à chacun d'imaginer ces scénarios alternatifs. De mon côté, je privilégierais le scénario alternatif baissier. C'est-à-dire une croissance plus faible ? Plus faible que ce que l'on dit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire vous aussi, vous êtes sur la même ligne, croissance plus faible, mais où alors ? Oui, on est sur la même ligne, effectivement. On va arriver... le scénario central, c'est le scénario où on continue à danser sur les volcans, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien, effectivement, toutes ces forces qui travaillent sous la mer d'huile. Elles sont tout à fait évidentes. Et quand on fait de la macroéconomie, nous, c'est la science de la moyenne en macroéconomie. Mais votre scénario à vous... Et le scénario derrière cette moyenne, c'est effectivement... Pour l'instant, ça tient, mais avec des zones de faille qui sont en train de se former. Quand on parle de nouveaux instruments financiers qui sont désormais des contributeurs importants, par exemple à l'équilibre du financement américain que sont les stablecoins, dont on voit qu'elles sont peut-être pas si stables que ça, où sont les nouvelles fragilités. En réalité, la macroéconomie nous amène à un scénario qui est assez plat. On reste sur du 3%. Mais en revanche, il y a des nouveaux risques qui émergent dont on ne sait pas encore véritablement appréhender l'impact de conflagration qu'ils peuvent avoir. Allez, on passe tout de suite à la question macro. Justement, on reste dans le macro. A-t-on vaincu l'inflation ? Est-ce qu'on a mis l'inflation KO, Denis ? Partout, il me semble qu'il n'y a plus que Christine Lagarde qui a l'air inquiète de l'inflation. Oui, effectivement. Je ne sais pas où elle la voit d'ailleurs. On l'a mise KO pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Notamment quand on regarde en Europe, elle peut peut-être s'inquiéter de l'évolution des salaires, mais ce qu'il faut regarder, ce ne sont pas l'évolution des salaires, c'est l'évolution des salaires unitaires, c'est-à-dire les salaires au regard des gains de productivité. Or, ce qui a manqué pendant la période 2023-2024 en Europe, c'était une absence de productivité. La productivité est revenue en Europe parce qu'il y a un peu de croissance, pas énorme, mais il y a plus de croissance qu'il y a d'emplois, donc on fait de la productivité et les salaires se mettent progressivement en résonance avec la productivité, ce qui est le meilleur moyen de ne pas avoir de l'inflation. Maintenant, il y a d'autres éléments et qui ont été aussi un contributeur à la croissance que l'on a eue au cours de l'année dernière, c'est que s'il y a un endroit où l'inflation n'est peut-être pas vaincue, c'est aux États-Unis. D'ailleurs, on le voit bien dans les annonces de Trump sur les droits de douane. Les droits de douane qui ont été abaissés sont ceux qui sont liés à des produits alimentaires. Il y a quand même, c'est tout le thème de l'affordability qui monte aux États-Unis avec cette inquiétude sur cette inflation qui n'a pas disparu pour certaines tranches de la population. Et là aussi, disparu, cette inflation, par un jeu géopolitique. C'est tout à fait exceptionnel de voir un marché pétrolier qui est autant surapprovisionné. Vous avez 4 millions de barils jour d'écart entre l'offre de pétrole et la consommation de pétrole. Dans ces conditions-là, le pétrole aurait dû tomber à $40 le baril. Là, il est passé légèrement en dessous de $60 le baril. Mais ça a contribué à baisser l'inflation, ça a contribué à maîtriser les prix, mais ça n'est pas tombé aussi bas. Ça dit bien qu'il y a aussi une prime géopolitique qui est très importante sur le pétrole. Malgré ça, vous nous disiez quand même un contexte. Donc, est-ce qu'on a vaincu l'inflation, Hervé ? Malgré ça, vous nous dites c'est quand même la fin du processus de baisse des taux. Oui, moi je suis moins optimiste que Denis sur l'inflation. En fait, moi, ce qui me gêne d'abord, c'est la diversité des situations. Inflation 0 en Chine, inflation à 2 en zone euro, inflation à 3 aux États-Unis, à voir le chiffre de novembre qui est un peu plus bas s'il est valable, inflation à 3 au Japon, qui dit cela. Et puis quand on regarde notre zone euro à nous, on a quand même des inflations 1% en France, mais 3% en Espagne. Les pays baltes sont à plus que 4%. Et il y a, je trouve, une diversité d'inflation, donc vous êtes une plutôt volatilité que je trouve un petit peu étonnante. Et moi, j'ai tendance à dire, au moins pour la zone euro, qu'avec cette volatilité autour de la moyenne que l'on observe, la moyenne, elle est un peu à risque. Et fondamentalement, pour revenir sur les coûts unitaires dont Denis parlait, méthodologiquement à juste titre, si on veut des prix à 2, ça serait bien d'avoir des coûts unitaires à 2.
Or, pour le moment, on n'y est pas, sauf peut-être en France d'ailleurs, mais dans les autres pays, on n'y est pas. Alors, les prévisionnistes, une fois encore, nous disent, bon, puisque l'inflation va revenir à 2, les coûts unitaires vont revenir à 2, mais tout ça, c'est quand même un peu un vœu pieux. Parce que donc le fait que la Banque Centrale Européenne maintienne ses taux, ça vous choque pas? Moi, je pense que c'est normal. Moi, je trouve ça délirant. Non, mais parce que vous êtes français et que vous dites un taux directeur à 2 avec une inflation à 1. Ouais, mais même si j'étais allemand, je me dirais la même chose. Avec une croissance à 0 et pas d'inflation, qu'est-ce que je fous avec des taux à 2%? Les Allemands ont l'espoir que leur croissance n'est plus à 0. Ouais. Peut-être qu'ils se trompent. Mais on n'y est pas encore. Sébastien, très rapidement. La consommation chinoise intérieure, elle est très décevante, elle est à 0. Elle va continuer à être compliquée parce que la démographie... On parle de déflation en Chine. Hein. Oui, mais je sais, parce que la démographie va jouer son rôle. Et le problème, c'est que leur capacité de production, elle s'améliore. Donc, ils vont déverser et continuer à déverser leurs produits de plus en plus en Europe, de plus en plus compétitifs. Donc, il n'y a que Mme Schneibel qui croit que les importations en volume en Europe augmentent pas, alors qu'elles augmentent, elles vont continuer à augmenter. Donc, il va y avoir une déflation structurelle liée aux produits chinois et au fait que l'on n'ait pas de droit de douane. Et à la hausse de l'euro. Est à la hausse de l'euro, évidemment, qui a un impact énorme là-dessus. Donc, les produits chinois vont être de plus en plus compétitifs en qualité et en valeur. Donc, la déflation va être structurelle. Et n'oublions pas qu'on parle tout le temps d'IA, c'est que la technologie est structurellement déflationniste et elle va continuer à jouer ce rôle-là. Hervé dit non. Non, on va voir. Non, mais allez-y, Hervé. Je pense que Sébastien, tu as raison en restant dans une stricte logique économique. Mais si on accepte d'introduire dans le débat un peu de politique, en fait, les 1000 milliards de dollars d'excédent commercial chinois cette année ne sont pas supportables par le monde. Et à ce titre-là, les 300 milliards d'excédents de la Chine sur l'Europe. Donc, il va se passer des choses. Et le scénario avant que qu'on tu réagisse, décris, Hervé, avant qu'on réagisse, Stéphanie. Oui, juste sur l'inflation aux États-Unis, c'est vrai que moi j'ai vu Vika, qui est un cimentier, qui nous disait effectivement aux États-Unis aujourd'hui, c'est très très mou. La Californie, c'est négatif parce qu'en fait, les taux sont, c'est trop cher pour construire, on ne peut plus. Donc il faut, eux, attendre qu'une chose, c'est la baisse des taux, mais est-ce que ça peut se produire? C'est pas sûr. Hein. Allez, très rapidement, je voudrais qu'on aborde le thème 3. Je voudrais juste vous demander, parce que évidemment, l'événement de l'année 2025, c'était cette guerre commerciale, les droits de douane. Rappelez-vous, on en parlait, la Liberation Day. Je voudrais juste savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Denis. Sur les droits de douane. On n'est pas à 100%. Non, on est à 11,6%. D'accord. C'est précis, ça. Ah oui, non, c'est... Bravo. Si vous faites le rapport entre les tarifs à l'importation tels que prélevés par les douanes sur la valeur des importations de biens aux États-Unis, c'est 11,6%. On vient d'une situation où on était à 2,6%. Donc en gros, augmentation de 9% des prix à l'importation aux États-Unis. Qui absorbe ce choc? Alors, l'exportateur européen, enfin l'exportateur vers les États-Unis, les distributeurs américains, les importateurs américains et de plus en plus les consommateurs américains. Qui est le gagnant? Ce sont les entreprises américaines qui ont peu d'importations pour réaliser leurs produits et qui en fait se trouvent dans des conditions où elles peuvent relever leurs prix. Et c'est ce que l'on avait vu déjà pendant Trump 1. C'était très intéressant de regarder ce qui s'était passé sur les machines à laver, où en fait il y avait eu un tarif qui avait été mis sur les prix chinois, sur les importations depuis la Chine. Et bien, très rapidement, les producteurs américains avaient pu relever leurs prix à la hauteur de ce qui avait été relevé les droits de douane. Et donc c'est pour ça que l'inflation n'a pas complètement disparu aux États-Unis. C'est là, à mon avis, qu'il faut la surveiller. Les droits de douane, on peut dire même pas mal, en fait. En fait, ça dépend pour qui. Si vous êtes brésilien ou indien et que vous avez des droits de douane pas loin de 30%, ça fait mal. Si vous êtes un Irlandais avec des droits de douane à 2, vous êtes bien. Mexicains, Canadiens s'en sortent pas mal. Les autres, si ce n'est la Chine qui doit être plus proche de 20, les autres sont à la règle commune 10, 12. Et donc, c'est quand très même variable. On passe de 2 et 6, c'est ça? Ouais, de 2,6 à 11. À 11,6, c'est quand même énorme. Ce qui est intéressant, c'est de voir la distribution de ces droits de douane par produit. Ouais. En fait, les droits de douane sont élevés sur les biens de consommation, sur les produits intermédiaires, sont à peu près nuls sur les matières premières, il faut penser terres rares, et sont relativement peu élevés sur les biens d'équipement. Et donc ça nous dit une chose sur l'évolution de la dynamique de l'économie américaine, moins en faveur de la consommation, plus en faveur de l'investissement.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, mais en fait, Trump, qui est fantasque à des tas de titres, en la matière, il dit il y a trop de déficit extérieur, il faut donc que l'on calme les choses. Calmer les choses, ça veut dire que la surconsommation américaine doit être moins forte demain. Et comme il veut réindustrialiser son pays, il veut des investissements plus importants. Et dans la hiérarchie des droits de douane, ça se voit, cela. Ce monsieur, parfois, il suit une piste qui est plutôt une bonne piste. Ah ben voilà, c'est intéressant ça. Bon, on va se retrouver en deuxième partie de l'émission pour avoir la réponse à plusieurs des questions que vous vous posez. D'abord, où va la bourse en 2026 ? Quel est le placement qu'on va favoriser ? Qui est le meilleur gérant jusqu'à présent ? L'année n'est pas totalement terminée. Évidemment, le top ou le flop de l'année. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec Denis Ferrand, Stéphanie Moget, Sébastien Lalevé et Hervé Goulette. Car avant de passer au marché, j'avais une question pour nos deux économistes. Et la France dans tout ça 2026, c'est quoi ? Parce que j'entends tout le monde se tape sur le ventre en disant c'est extraordinaire, on va faire 1% de croissance peut-être. Bon, je rappelle quand même qu'on fait 1% de croissance avec plus de 5% de déficit, il n'y a pas de quoi pavoiser, non ? En fait, moi, j'aurais envie de dire 2025 a été meilleur que je n'attendais. Moi, je pariais sur 0,5% de croissance, on fera le double. Donc en fait... Mais à quel prix ? À quel coût ? Ça, je suis d'accord. Il y a eu de la résistance de l'économie française. Alors, est-ce exagéré, cette résistance ? Je ne sais pas. 2026, la question à se poser, là encore, on est dans le sillage de ce qu'on a connu, c'est est-ce que la politique économique sera restrictive ? Vraisemblablement pas, ce qui est hypothéquer l'avenir. Et donc, on aura un chiffre de croissance, une fois encore, peut-être pas au niveau de 25, mais qui sera honorable. Mais vous avez raison, qui ne prend pas en compte la nécessaire remise en ordre de nos finances publiques. Et à ce titre-là, c'est pas durable. Est-ce qu'on aurait des éléments de compensation, un peu une divine surprise, du côté de l'investissement, du côté de la montée en compétitivité de notre économie ? Sébastien avec dit non. Le niveau d'incertitude, Sébastien dit non. Denis, qu'est-ce que vous anticipez, vous, cher Execode, pour... C'est same player, play again. Okay. Savoir qu'on est parti pour avoir le même déficit budgétaire en 2026 qu'en 2025, 5,3 points de PIB, et donc les mêmes ressorts que ce que l'on connaît depuis quelques temps, mais une impulsion importante en provenance de la dépense publique, sans la sanction en face, si ce n'est qu'effectivement, on est en fait sur la dérive lente. 2025, c'est quand même l'année où tous les pays européens nous dépassent en termes de taux à 10 ans. Donc, ce qui va être intéressant de regarder en 2026... On est au-dessus de 3,60 alors où on parle, quand même, 3,60 sur le comment 10 ans. Oui, comment l'écart va-t-il se creuser en 2026 au-delà du chiffre de croissance ? Je pense que c'est cet élément-là qu'il faudra regarder de manière très attentive en 2026, parce que ça induira ou pas de la réaction. Très rapidement, parce que les économistes parlent souvent, même dans l'émission, ils me disent la croissance embarquée déjà pour 2026 et d'autant. Vous pouvez nous expliquer ce concept ? Oui, c'est l'acquis de croissance. C'est l'INSEE notamment a sorti au cours de la semaine sa prévision. L'INSEE fait toujours une prévision à un horizon de 6 mois. Et donc ils ont prévu la croissance en France jusqu'au terme du premier semestre. C'est quoi cet acquis de croissance ? Alors l'acquis de croissance, c'est le PIB, il est calculé trimestriellement. Et donc qu'est-ce que l'on fait ? On dit au dernier point que je connais, là par exemple on va connaître le quatrième trimestre, je fais comme si je tire un trait. Le niveau de PIB reste le même tout au long de l'année qui vient que celui que j'ai au dernier point connu. Et donc, sauf qu'au quatrième trimestre, votre PIB, il est plus élevé qu'il ne l'était au premier trimestre de l'année 2025. Et donc, quand vous calculez la moyenne qui résulte de l'application du fait que vous déportez pendant 4 trimestres le dernier trimestre connu et que vous le comparez à la moyenne de l'année précédente, vous avez une croissance embarquée. Et ce que dit l'INSEE, c'est que la croissance embarquée, quand on sera au terme du premier semestre, donc au terme du deuxième trimestre, ce sera 1% de croissance dans ces prévisions actuelles. C'est pas facile à comprendre. C'est le niveau de T4 2025 sur le niveau moyen de l'année 25. Voilà. C'est ça. Ouais. Ah ben c'est mieux dit. Sébastien ? Moi, juste un mot sur la France. La réalité, c'est que là, on raisonne en absolu. Moi, je pense qu'il faut raisonner en relatif et en attractivité. La réalité, c'est que la France n'avance pas, même recule, quand les autres zones du monde se modernisent et avancent. La concurrence pour un cerveau, parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui compte, c'est l'argent et les cerveaux, d'une certaine façon, malheureusement. Vous avez la concurrence du Moyen-Orient, vous avez la concurrence de l'Asie, j'étais à San Francisco il y a un mois, les États-Unis sont toujours bel et bien là malgré Trump. Donc la réalité,
c'est que le pays recule en relatif. On parle du PIB par habitant. On en parlait dans le couloir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà de la croissance qui est anémique et qui est pourrie, tout ce que vous voulez, en relatif, on recule gravement. Et ça, on l'entend nulle part. Et ça veut dire que l'attractivité du pays est une catastrophe et ça va continuer à l'être. Il a raison, en PIB par habitant, on est combien ? À 33 000 euros par tête, enfin, je parle de mémoire, là où les Belges doivent être à 35, 36, là où les Allemands sont au-delà de... On est combienième mondial, à peu près on est 25, quelque chose comme ça. 28e. Et il y a 10 ans, on était où ? Juste pour vous avez une idée, on était dans les 15 premiers. Ouais, ça fait un moment qu'on est descendu en dessous des 15. Dans les 15. Allez, on part tout de suite au marché. Bah oui, c'est la fête. On finit l'année. Alors c'est pas totalement fini, mais à des niveaux proches des niveaux records ou à des niveaux records. Mention spéciale pour le Japon, mention spéciale pour la Corée du Sud avec des chiffres phénoménaux. Le tableau est sur l'année, vous le voyez, il est vert partout. Alors évidemment, je répète quand même parce qu'il y a des gérants qui gèrent des actions américaines qui se font engueuler et on leur dit mais attends, je vois chez Fiorentino que le Nasdaq a fait 19%, le S&P 15% et mon portefeuille d'actions américaines il fait que 3 ou 4%. Vous êtes nuls. Non, ils sont pas nuls. C'est juste que le dollar a perdu 13%. Donc évidemment, quand on est en euros, c'est un petit choc. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la bourse en 2026, Stéphanie Mauger ? Alors, un peu, nous, on attend à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a des situations qui sont effectivement très différentes par zone, mais avec une croissance attendue des bénéfices sur l'euro, sur la zone euro entre 6-8%. Quant aux États-Unis, c'est plutôt 12 à 15%, donc clairement une croissance embarquée beaucoup plus forte de l'autre côté, mais avec un niveau de valorisation des marchés en Europe qui est quand même bien plus faible. Et puis, effectivement, le Japon qui retrouve une croissance, une dynamique avec la Première ministre qui a une volonté forte de relancer l'économie. Donc nous, on pense qu'effectivement sur les taux en Europe, on va rester à peu près sur ce statu quo. Donc on va rester un peu sur nos thématiques phares. D'abord, avoir effectivement des thématiques, des belles valeurs de qualité. Mais globalement, on va passer après au placement de l'année, mais globalement, aujourd'hui, vous nous dites un peu comme les économies, c'est-à-dire same player, shoot again. Oui, et puis il y a beaucoup de scénarios envisagés. Là, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'Ukraine. Est-ce que la guerre prend fin ? Je comprends, mais vous dites globalement, on est dans la même... Nous, ce qu'on entend des entreprises, c'est que il y a des carnets de commandes quand même dans l'ensemble qui donnent une visibilité et qui permettent d'envisager une année 2026 plutôt à peu près sur des niveaux équivalents. Sébastien Lalvé, 2025, 2026 et 2025. Donc déjà, le monde a changé en octobre, à mon avis, aux États-Unis par rapport à l'IA. On est passé de 3 années de croissance où il y avait la peur de manquer, la peur de rater le truc. Et il y a eu des annonces énormes en septembre, octobre, d'un peu partout. C'est devenu un peu le bouquet final. Et moi, je pense que le marché a changé parce que les bonnes nouvelles ne sont plus saluées pareil. Et maintenant, il y a une vraie question sur maintenant, montrez-nous que ça marche et montrez-nous que ça rapporte. Donc, boursièrement, on est passé... Montrez-nous le business model, en fait. On comprend qu'il faut investir à mort dans les data centers. On a vu un Oracle qui s'endette de façon spectaculaire pour investir dans l'infrastructure. Mais montrez-nous que ça produit du résultat, c'est ça ? Donc, tu es passé de la période du FOMO, donc la peur de rater, à la période où maintenant, montrez-moi que ça fonctionne. Boursièrement, c'est totalement différent. Donc maintenant, on va regarder les chiffres d'affaires, on va regarder les valos et on va commencer à réfléchir. Donc c'est plus pareil. Donc notre préconisation, c'est la diversification. C'est-à-dire aller dans d'autres secteurs. Par exemple, tout ce qui touche à l'énergie. Vous êtes dans le placement de l'année 2026 ou vous êtes encore sur la prévision vous dites globalement, déjà je voudrais avoir votre opinion sur les indices. Les indices globalement, vous dites attention quand même. Les US, le PER, il doit être à 22-23. Et une fois encore, 35% du S&P, c'est les 7 magnifiques. Donc, en réalité, aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir une opinion sur les indices si vous n'avez pas une opinion sur Nvidia, concrètement. Juste, je me retourne vers les économistes. On sait très bien que, notamment aux États-Unis, c'est l'effet richesse qui a eu un impact aussi sur la croissance, qui lui a permis de tenir l'effet richesse qui vient de l'enrichissement des Américains qui sont investis dans la bourse, ceux qui sont, alors c'est la fameuse croissance en K, ceux qui ont de l'argent. S'il devait y avoir un choc
ou même une petite correction de 10 à 15%, est-ce qu'on peut avoir un reverse wealth effect, enfin un effet appauvrissement, ou est-ce que non, c'est marginal? Surtout les wealth effects, ils sont toujours asymétriques, c'est-à-dire qu'ils sont toujours plus importants à la baisse qu'ils ne le sont à la hausse. Ah d'accord. Et en particulier en Europe, parce qu'en fait, il y a une intolérance à la baisse qui est beaucoup plus importante que le changement de comportement qui est lié à la hausse. On ne va pas changer radicalement sa manière de consommer en fonction de l'évolution de son patrimoine quand il est à la hausse. En revanche, à la baisse, là, on devient un peu plus prudent. Donc oui, c'est de la symétrie surtout qu'il faut avoir en tête. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si on était dans cette situation de baisse des marchés actions, quid des taux d'intérêt, quid du comportement de la Fed? Est-ce qu'on se retrouverait dans une logique à la Greenspan, le Greenspan put, donc à chaque fois qu'il y a un pet de travers sur les actions, on anticipe une baisse des taux et ça soutient le marché action? Et ce qu'il faut remarquer, je ne le dis pas tout à fait par hasard, si vous prenez le dernier mois et demi, ça s'est passé exactement comme ça. Le marché action a suivi de façon fidèle les probabilités de baisse des taux. Donc en fait, gardons ça à l'esprit, comme s'il y avait une ceinture de sécurité. Allez, je vais vous poser une des questions fatidiques à vous, les gérants. Le placement de l'année 2026, dans ce contexte-là, Stéphanie, où est-ce qu'il faut mettre son argent ? Alors d'abord, choisir son enveloppe fiscale. Quand on est français, on sait qu'il y a un peu de pression. Donc on a un PEA qui va nous permettre de pouvoir investir dans des sociétés de qualité qui ont pour beaucoup en Europe baissé. Je pense à la thématique IA qui a saccagé un certain nombre de secteurs comme par exemple Téléperformance, Ipsos, les ESN, le logiciel, tout ça, c'est des secteurs qui tout d'un coup on s'est dit que c'était la fin du monde. Donc il y a beaucoup de valeur à aller chercher dans cette thématique-là. Le PER, c'est la fin de l'année, n'hésitez pas à compléter votre PER et on peut mettre beaucoup de choses dans son PER. Et puis nous, alors, il y a l'assurance vie évidemment, mais le compte titre, on oublie souvent le compte titre qui peut être en plus, pareil, fin d'année, un très bon vecteur pour pouvoir faire des dons. C'est-à-dire que vous avez toutes les belles valeurs que vous aimez, les Air Liquide, Hermès & Co. En fait, souvent on dit même c'est horrible, je ne peux plus les vendre. Bah si, on peut les donner surtout. Donc ça peut être une très bonne manière de préparer une transmission et on met les choses fondamentales sur son compte. Et sur ça, c'est les enveloppes, et ensuite ? Et ensuite, du coup, c'est vrai que nous, on va rester sur des thématiques effectivement de valeur de qualité, à prix raisonnable. Donc il y en a beaucoup dans des secteurs par exemple comme la construction Exa Home, peut-être des joyaux, les piscines des joyaux, en fait c'est une catastrophe, ça a beaucoup baissé, c'est pas du tout assez cher. Ce qu'on évoquait, l'impact IA des Ipsos, des... Vous dites, il y a l'IA, mais on est trop négatif, il faut y aller. Quand on entend des discours de management comme Wavestone, comme Soprasteria, en fait, toutes ces boîtes-là, elles vont bénéficier, elles vont devoir implémenter toutes ces stratégies IA, et donc il faut y aller, en fait. Et puis, il y a des belles valeurs industrielles qui vont bénéficier du plan de relance, notamment allemand, qui va se déverser. Alors, on l'attend, l'indice IFO montre qu'il n'y a pas de confiance encore des patrons allemands, mais ils l'ont voté, donc ça y est, l'argent est là. Donc, il y a beaucoup de sociétés dans ce secteur qui vont en bénéficier. Sébastien, c'est quoi le placement si un copain vient vous voir et dit j'ai de l'argent à placer, vous lui dites quoi ? C'est un bon copain ou pas ? Un bon copain. C'est Marc, en fait. Non, c'est pas Marc, c'est un bon copain. C'est un bon copain. Julien, le fonds blockchain. Non, dans les thématiques actions, si on parle des actions dans un premier temps, nous, on a fait notre grosse conférence sur les investisseurs institutionnels. Et les deux thématiques qu'on a poussées, donc je disais, le retour des valeurs de qualité et de croissance européennes. La deuxième, c'est la santé. Moi, je pense que la santé, le secteur de la santé est celui qui va structurellement le plus bénéficier des évolutions technologiques, et je pense qu'on n'a encore rien vu. C'est un secteur qui a beaucoup souffert du fait de Trump en 2025, qui d'ailleurs, dans son discours récent, expliquait qu'il allait faire baisser les prix des médicaments de 400%. Il est tellement fort qu'il refait les mathématiques, parce qu'on peut baisser de 400% d'après lui. Et si vous dites que c'est pas possible, il dira que c'est vous qui avez tort et que vous êtes démocrate. Mais donc la santé. Donc je pense que la santé est vraiment un secteur à privilégier dans une allocation. Et le deuxième, nous on a un sujet qui nous tient à cœur, c'est les valeurs liées au climat, qui a beaucoup souffert dans la période 22, 23, 24 à cause de la hausse des taux, parce que c'était beaucoup des choses d'infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le fonds marche très bien en 2025, donc il y a un peu un retour, entre guillemets, lié à la baisse des taux. Mais si on s'amuse à travailler sur ce qui compose le fonds climat chez nous, et en fait 45% de ce qui est dans le fonds climat correspond au panier thématique de l'IA de Goldman Sachs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la ressource rare
de l'intelligence artificielle, c'est l'énergie. Et souvent, les valeurs qui sont dans les fonds climat sont de l'énergie verte, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, au-delà du traditionnel, obligation à yield, obligation convertible. Diversification. C'est ça qui est un sujet de diversification. Allez, on passe tout de suite à ce que j'attends avec impatience, moi en tout cas, c'est votre top flop de l'année. Je commence par Stéphanie. Alors moi, c'est un flop, c'est Novo Nordisk, qui a été vraiment une darling et qui, cette année, se retrouve vraiment sous le coup de déceptions successives. Ils ont passé leur année à réviser à la baisse les attentes de 50% de baisse à peu près, c'est ça. C'est ça. À peu près. Et donc, c'est vrai que c'est une société, on ne va pas non plus trop pleurer, parce que ça reste une société qui a un résultat d'exploitation de l'ordre de 42%, un résultat net de 33%. Et ça va rester. Donc, simplement, on a eu l'effet Trump qui est arrivé par là et qui a dit ok, on va baisser les prix, et avec une préférence nationale d'Eli Lilly qui en plus a plutôt eu des meilleurs résultats médicaux. Donc Novo Nordisk, grosse déception. Et surtout gros flop pour le Danemark, parce que ça représente une partie significative de la progression de son PIB. Exactement, donc est-ce qu'ils rebondissent en 2026? Top ou flop Alors un énorme flop, c'est les politiques français. Je pense qu'on est passé de Hugo Malraux à ce qu'on a aujourd'hui. Et avec évidemment le point haut, ça a été la réforme des retraites et l'abandon de la réforme des retraites. Donc c'est de la lâcheté, de l'inconséquence. Et comme je le disais, ces gens-là ne vont pas à l'étranger et ne se rendent pas compte qu'il y a des... Ils vont même pas dans les entreprises. Avant d'aller à l'étranger, il faudrait peut-être qu'ils fassent un tour dans des PME, des ETI. Ils ne vont pas dans les entreprises, ils ne vont pas voir le monde tel qu'il est. Et moi, ce qui m'effraie, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux changements structurels qui vont arriver avec ces technologies, c'est qu'il y a des enjeux éducatifs, sociétaux, massifs qu'on doit aborder et on n'en parle jamais. Et c'est quand on est un pays de 65 millions d'habitants, qu'on a une représentation nationale, on se dit que ces gens-là qui doivent penser, et ils ne pensent pas, et c'est triste parce que le pays s'appauvrit intellectuellement, et donc c'est un énorme flop. Et contrairement à ce que je suis d'accord avec vous qu'il y a l'économie et la politique, mais en Europe, entre la représentation européenne qui est juste une catastrophe avec un manque de courage absolu par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, où en fait il n'y a personne qui défend les Européens en réalité. Donc moi je suis profondément européen et pas nationaliste, mais il faut se défendre, et là personne ne nous défend. C'est bien, vous nous avez donné la pêche pour les vacances de Noël. Ça va être la déprime. Parce un cadeau pour Noël, il faut relire 1984. Hervé, top ou flop? Dans le sillage de Sébastien, encore un flop. Et moi, c'est l'Europe. On est dans un monde qui change, on l'a vu, malgré la stabilité malgré la apparente des chiffres macroéconomiques. C'est un monde qui change terriblement, mais pas qu'en économie, en politique, en géopolitique, peut-être en technologie. Et en fait, il faut voir loin. Et l'Europe est incapable de voir loin aujourd'hui. Je vais prendre que deux exemples. Très rapidement. Remettre en cause le passage en 2035 aux voitures électriques, je pense que c'est une erreur. Refuser le Mercosur, c'est une erreur. La première de nature technologique, environnementale. La seconde de nature géopolitique. Et si on prend le cas français, préférer lutter contre l'instabilité politique aux dépens de l'incertitude économique, c'est exactement pareil. C'est privilégier le court terme au moyen terme. Il faut que ça change. Super. Encore une bonne nouvelle. Denis, je vous en supplie, un top. Ouais, je vais remonter. Remontez-moi le moral. Remontez-moi le moral. Ah non, désolé. Non, c'est un flop. Et quelqu'un qui n'était pas habitué dans les flops dans cette émission, c'est Mario Draghi. Ou plutôt le plan Draghi. Parce que effectivement, mais je m'inscris totalement dans la lignée de ce qu'ont dit Sébastien et Hervé. C'est le plan Draghi. Il y a un indicateur qui le suit, les résolutions mises en œuvre. On est à 11% des 383 résolutions. Alors que tout le monde a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Alors que tout le monde a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, mais voilà, 2026, on va le mettre en place. Parce qu'il y a quelque chose qui change, c'est que les Allemands, ils faisaient 3% de leur PIB dans leurs exportations vers la Chine il y a de cela simplement 3 ans. Maintenant, ça n'est plus que 2% du PIB. Donc, les Allemands vont changer leur mindset. Et ça va continuer à baisser. Allez, on passe tout de suite à ce que vous attendez, surtout Sébastien. Qui est leader? Eh bien, c'est Sébastien. Alors,
Alors attendez, l'année n'est pas terminée, hein. On fera les comptes au 31 C'est décembre. aujourd'hui que ça compte. Non, ça sera la première émission de janvier où je donnerai les... Mais bravo déjà, c'est génial. Alors on va prendre quelques minutes pour passer en revue. Mettez-moi, allez, on lui met pas la musique. Ah, si, on lui met la musique qui fait peur quand même. Sébastien, on va afficher ton puisqu'on se tutoie, on va pas faire semblant. On affiche ton portefeuille. Donc tu as du Selectis qui a fait 115% depuis le début de l'année. Société magnifique. On garde. Technologie, bien sûr qu'on garde. Reward Media, Ça peut difficilement aller plus bas, donc c'est une valeur 2026. Technip Énergie. Je vais vendre. Ça a D'accord. très très bien marché, donc on prend des profits, il faut se renouveler un peu. Super rebond pour SMCP, 75% depuis le début de l'année. Ça va continuer. On continue. Valourec, On faudrait même renforcer, donc on garde. Nexens, Il y a incertitude managériale, donc pareil, je vais prendre mes bénéfices. Je fais Sopra un trading Steria. de fin d'année. Je pense que c'est vraiment une des valeurs de 2026. Je suis d'accord avec Stéphanie, il faut en acheter. La Française de l'énergie, Je conserve aussi, c'est un fonds de portefeuille structurel. ID Logistics, Une boîte extraordinaire qui va continuer à être extraordinaire. C'est la logistique. Téléperformance, vous êtes sur la même ligne que Stéphanie, c'est-à-dire de dire Exactement, je les ai achetés un petit peu tôt. Mais les gens oublient que ça fait 30 ans qu'ils utilisent la technologie. D'accord, donc l'IA n'est pas un ennemi, mais au contraire, il faut s'adapter, mais ils savent le faire. Zalando, C'était un play allemand, ça a moyennement marché, ça vaut pas grand-chose. Pareil, pour l'instant, je garde. Infineon Pareil, le rebond Gardez. des semi-conducteurs et européens. Ipsos. Ipsos, un peu tôt aussi, pas beaucoup de croissance, un capital market day en janvier. La valo est vraiment pas chère, donc on garde. En tout cas, bravo, franchement. Vous y croyez pas ? Performance spectaculaire. Vous avez fait des paris qui étaient très forts. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors, on va acheter une valeur allemande qui s'appelle 2G Energy, qui fait à peu près 600 millions de capitalisation boursière et pour 400 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'est des gens qui font des sortes de moteurs qui convertissent le gaz en électricité. Donc, c'était Française de l'énergie notamment les utilisait, enfin les utilise. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça fait partie des choses qui vont structurellement continuer à se développer. Le plan allemand notamment dans la biomasse, va favoriser ce genre d'investissement. Donc 2G Énergie, et c'est une entreprise allemande. Hein. Bon, bravo Sébastien. Mais c'est pas fini. J'ai jamais aimé Angela Merkel, mais j'aime les valeurs allemandes quand elles sont bonnes. Depuis qu'elle est partie, c'est la déroute. Stéphanie, je vais vous mettre une musique qui fait peur quand même. Quand même, c'est moi. Bon alors, peut-être que dans la dernière ligne droite, parce que vous êtes au pied vous êtes pas loin du podium, donc peut-être que il vous reste quelques jours. Vous avez du L'Oréal. On va garder. Vous avez du Vision Group. On garde. Vous avez l'Humibird qui a fait 120%. Ouais, on garde aussi. Vous avez Dassault Aviation. Thématique défense, on garde. Séché Environnement. Très énervant, pas très cher, mais on va garder. Pierre et Vacances. Alors, on garde. Elena Santé. Démographie fait qu'on va garder. Hein. Vous avez de l'Exosens qui a pris 75%. Ouais, ça on garde. Du Alibaba. On garde. Bilendi. On garde tout. La Française de l'énergie. On garde. Vicat. Alors je me suis beaucoup interrogée, mais je les ai vus et je pense qu'il faut vraiment garder. Ils ont encore ils en ont sous le pied. Robertet. Robertet, on garde. Vertive Holding. Ouais, alors thématique énergie aussi, effectivement. SideTrade. SideTrade, on garde. Et Athème. Athème, alors je crois qu'Athème, effectivement, j'ai toujours mes Athème, hein, surtout on garde. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors, on va faire un peu le grand écart, mais on va acheter une valeur française un peu pas chère du tout, Jacquet Metal, qui est un des leaders européens de la distribution d'aciers spéciaux. Alors là, on se paye à peine, c'est les fonds propres, c'est une valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 0,3 fois. Il y a la famille Jacquet qui est au capital, qui a 42% de son capital. Est-ce qu'il y a un catalyseur de rebond ? Alors, on a quand même devant nous beaucoup de choses avec des plans de relance dans l'industrie, dans la défense. Et c'est une société qui est gérée absolument admirablement, qui, quoi qu'il arrive, n'a jamais perdu d'argent. Dans ses meilleures années, elle a gagné jusqu'à 180 millions d'euros. On fonce dans Jacquet Metal et donc, qu'est-ce qu'on achète d'autre ? on peut y aller. C'est une valeur de fonds de portefeuille. On peut donner ça à ses petits-enfants plus tard même. Vous aimez cette idée du compte-titre qu'on transmet à ses enfants ? Ouais, je trouve que c'est un outil qu'on n'utilise pas assez. Donc, c'est très efficace. Et donc, une autre valeur ? Et l'autre valeur, alors c'est pour quand même jouer effectivement peut-être le contre-pied de la tech américaine qui vaut cher, c'est d'aller chercher du côté des Chinois. Donc, c'est Baidu, qui est un Alibaba, mais chinois, qui a comme Alibaba du cloud, du marketing, et puis surtout, en fait, maintenant, ils font des puces pour l'IA, qui
qui permettent d'entraîner des LLM et tout ce qui est effectivement entraînement, inférence. Et donc, cette valeur-là, c'est un peu opportuniste, c'est que ça a rebaissé quand même significativement par rapport au plus haut. Le patron est en prison ou non? Ils ont mis le... Non. Donc, on lui a donné un téléphone pour qu'il puisse continuer à gérer depuis sa cellule. Donc, donc Baidu, voilà, c'est pour jouer la tech chinoise qui, à mon avis, est vraiment pas chère. Merci de nous avoir suivis. Bon, c'était très bien, voilà, on a donné des perspectives. Alors, j'ai quand même sur 4 top ou flop, j'ai 4 flops, c'est super. Ouais. Ça nous a vraiment donné la pêche. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera très spéciale. Ça sera une spéciale placement 2026. Vous saurez, en plus de ce qu'on a dit aujourd'hui, où placer votre argent en 2026 avec des spécialistes de toutes les classes d'actifs, private equity, dette privée. On a fait bourse, évidemment, plus quelques économistes. Enfin, on a essayé de faire un petit mélange. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous voir. Alors, surtout, il faut le faire là avant la fin de l'année, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay sur toutes les bonnes plateformes. L'idée, c'est qu'on batte le record en 2025. C'est la dernière ligne droite. C'est votre argent sur BFM Business.